OK. Alors, bonjour à tous et bienvenue aux séries de conférences Boomers brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie sains pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996. Les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels, ainsi que le public en général, et de développer des solutions qui permettent de répondre à certains de leurs besoins. Valoriser l'image du processus du vieillissement en luttant pour mettre fin à certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement, et finalement de diffuser de l'information au sujet de la recherche sur le vieillissement. Salvatore Camino travaille dans les technologies de l'information depuis plus de 30 ans. Il est vice-président de Claridian Incorporated, une firme de consultants experts en gestion et surveillance des environnements technologiques critiques. Il est également vice-président et cofondateur de AIoT Canada, un organisme à but non lucratif voué au développement de l'écosystème de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle au Canada. Salvatore est convaincu que la technologie doit aussi avoir un objectif social. De nombreux progrès récents dans les capteurs connectés et l'analyse de données accélérant le développement de solutions pour améliorer la qualité de vie des personnes les plus vulnérables de notre société. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son de votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez attendre à la fin de la conférence ou vous pouvez les taper dans la boîte de discussion sur Zoom. Et maintenant, pour le moment que nous attendions tout, je vous présente Salvatore Camino avec Technologie intelligente pour vieillir en toute sécurité. Merci Kathleen et merci à tous d'assister à cette présentation. J'aimerais tout de suite peut-être mentionner pourquoi je parle de technologie intelligente. On est, probablement vous le savez, on est dans une révolution, ou je dirais même peut-être une évolution très rapide des technologies. Et vous avez remarqué peut-être que maintenant, ces technologies-là sont appliquées à toutes sortes de problématiques. Et naturellement, ce n'est pas juste la technique par elle-même, la technologie par elle-même, mais aussi les besoins auxquels ils répondent. Donc, je rentre dans le vif du sujet et je vais expliquer tantôt pourquoi j'ai appelé cette présentation Cocoon. Mais rentrons dans le vif du sujet faisant un portrait du démographique du Québec. Si je clique un instant pour la prochaine slide. Si on divise la société du Québec en cinq segments, et mettons là, entre les 0 et 18 ans, 19 et 35, 36, 50, 50, 65 et ceux qui sont en haut de 65 ans. On voit que sont pas mal pareils. Donc, à peu près 20% de chaque segment que la population tombe dans ces segments-là d'âge. Et on voit tout de suite que peut-être la partie productive de la société, évidemment, c'est entre peut-être les 20 ans et les 65. Donc, c'est à peu près, si on considère ceux qui sont aussi encore à l'université et tout ça, entre 50 et 55, peut-être 60% de la population qui est productive. Et évidemment, ça, c'est en train de changer. D'ici 2030, le nombre de décès au Québec sera supérieur aux naissances. Donc, c'est juste à travers l'immigration qu'on peut-être on va avoir une légère augmentation et c'est probablement ça va se passer pas partout au Québec, mais peut-être juste à Montréal, une grande île comme Montréal, parce que c'est ici que probablement que les immigrants arrivent le plus. Et aussi le nord du Québec.
Donc, le bassin potentiel de main-d'œuvre de la Provence, qui est entre 20 à 65 ans, il va diminuer. D'ici 2030, si la population vieillisse plus, évidemment, la partie qui est productive va diminuer. L'ensemble de la Provence, donc, ce groupe productif va passer d'à peu près de 60% à 53%. Selon les prévisions, la population de 85 ans et plus devrait exploser. Donc, on parle 3 à 4 fois plus de gens qui vont passer à plus de 85 ans. Qu'est-ce que c'est qui veut dire? Ça veut dire qu'on va voir une grosse vague de gens âgés qui vont faire partie de la population, avec des demandes. On sait très bien que plus on vieillit, plus on a besoin de soins médicaux et on le voit, on le sait très bien. Et si on regarde un peu les chiffres, et c'était des chiffres, je pense encore de 2016, c'est les Canadiens de plus de 65 ans consomment 44% des budgets de soins de santé. Donc, on s'est dit tantôt que 65% et plus représentent en ce moment à peu près 20% de la population du Québec et peut-être du Canada, parce que le Canada, c'est à peu près la même chose. Et le 20% de la population consomme 44-45% du budget des soins de santé. Donc, on sait que ça, et ça va juste augmenter. Comme vous voyez, la courbe un peu des dépenses en termes de soins de santé augmente toujours. Il y a eu comme des pics et des vallées. Ces vallées-là, c'est peut-être dû à des coupures de budget, mais généralement, la courbe monte. On va avoir une pénurie de main-d'œuvre. Comme on a dit, là, les gens qui sont productifs, donc qui travaillent encore, ils diminuent. Et dans le cas des infirmières et des préposés et des gens qui vont s'occuper de la santé, qui travaillent dans le milieu de la santé et qui vont nous donner des soins, ils diminuent. Là, on pense qu'au Canada, en général, il y aura à peu près une pénurie de 60 000 infirmières, infirmiers déjà. 2022, là, c'est bientôt. Ça se peut que cette pandémie ait fait un petit changement parce qu'il y a eu du recrutement au niveau des préposés et ça, c'est peut-être, ça va aider un petit peu. Mais c'est certain que la pénurie sera là. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement essaie de faire pour compenser et pour, disons, éviter un peu la descente dans une problématique qui sera vraiment critique dans les prochaines années. Évidemment, l'approche, c'est d'avoir une population vieillissante, mais le plus possible en santé. Donc, c'est les programmes, et ça, je pense que c'est excellent. C'est la qualité de vie, il y a un impact sur la qualité de vie. Donc, si on a des gens, même s'ils sont un peu plus âgés, mais qui sont en santé, évidemment, ils ont moins d'impact sur le réseau de la santé. Donc, l'idée, c'est d'offrir peut-être des services et un soutien optimal à cette partie de la population. Donc, et espérons qu'un environnement un peu plus adapté aux aînés soit développé. On donne peut-être un peu des guides, des recommandations pour éviter des problèmes. Souvent, là, les problèmes, ça arrive parce qu'on a des petits accidents. On tombe, ça c'est un des gros problèmes. Donc, ça, c'est peut-être des choses que c'est peut-être évident, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont souvent appliqués. Donc,
créer un environnement qui est clair, pas encombré d'objets, se donner donc un milieu qui est safe, donc en sécurité, mais sécurité physique. On parle de sécurité physique en ce moment. Donc, essayer d'éviter les problématiques qui peuvent arriver, surtout des petits accidents qui arrivent souvent dans les maisons ou juste à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour se garder en santé? C'est surtout, évidemment, on parle de brainy boomers. Justement, on veut que ce cerveau-là soit en santé, qu'on se sente lucide et qu'on puisse éviter la dépression. Ça, c'est un gros problème pour les aînés. Et garder les liens avec les gens qui nous entourent. Aussi, préparer sa retraite. Ça, j'espère, on est déjà rendu là, beaucoup d'entre nous. Mais ceux qui sont plus jeunes, on se prépare parce que ce n'est pas juste avoir de l'argent à la banque, mais avoir des activités qui puissent nous garder lucides et en santé. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit de particulier. Tout le monde connaît ça. Si on fait un peu la timeline, disons la façon, le cheminement que tout le monde passe à travers. Normalement, on est des adultes actifs, puis on est toujours indépendant, même si on vieillit. Mais à un moment donné, on commence à avoir besoin d'assistance, de soins continus, de soins à domicile, jusqu'à temps arriver peut-être à des soins de longue durée. Ça, c'est normalement le cheminement. On passe tout le monde par là. Sauf que les différents périodes, les différents moments, ça arrive peut-être pas en même temps pour tout le monde. Comment qu'on peut faire pour déplacer certains de ces moments-là dans notre vie? Et pourquoi on ferait ça? La raison pourquoi, c'est que les soins d'assistance, les soins continus, les soins à domicile ont des coûts différents. On a fait des études depuis des années. Si on garde des gens dans le CHLSD, les coûts d'une personne qui est dans le CHLSD, ça peut coûter au gouvernement jusqu'à 80 000 $ et peut-être plus que 80 000 $ par année. Parce que c'est financé quand même par le gouvernement. Même si on paye à des places comme ça, il y a une grosse partie qui est financée par le gouvernement. Donc, le gouvernement, ça ne leur coûte par personne plus que 80 000 $ par année. Si on garde la même personne à la maison et on y donne à peu près les mêmes services, ça peut coûter à peu près 12 000, 15 000 $. Donc, c'est une différence énorme. Si on est capable de garder des gens à la maison avec les mêmes services, avec la même qualité de vie, avec la même assistance, ça peut avoir un impact énorme sur le budget pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'on regarde cette timeline-là. C'est quoi que nos peurs? C'est la peur de vieillir, c'est peut-être, c'est surtout la perte d'indépendance, la perte de vie, le manque d'argent. On ne peut pas gérer ses propres activités. On a besoin d'assistance pour des petites choses. Et c'est là qu'on a certaines anxiétés. Là, je tombe tout de suite dans les différentes technologies que beaucoup d'entre vous probablement connaissent déjà. Il existe déjà une tonne de petits gadgets. Peut-être pour les alarmes personnelles. Et quand je parlais tantôt de la peur de vieillir, c'est si on tombe, par exemple. La peur des chutes, c'est quelque chose qui ça semble être pas mal un peu commune pour beaucoup de gens, parce que c'est effectivement un des causes d'accidents et des causes de déclin qui arrivent pour beaucoup de gens au niveau physique. Donc, on a des possibilités
d'avoir des petits gadgets pour demander de l'aide si on tombe, envoyer des messages, aussi des senseurs un peu pour indiquer comme des affaires pour vérifier la pression artérielle, la température, des choses comme ça. Ça existe déjà des petits gadgets comme ça. Les baby boomers sont très familiers, très confortables avec les technologies. La majorité, 85% des baby boomers ont un téléphone portable. La majorité, ils ont des ordinateurs, ils utilisent des ordinateurs. Vous en êtes la preuve. On est sur une présentation en mode virtuel et vous êtes là, vous avez eu pas eu de problème à vous connecter et je pense que ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Vous vous enseignez à travers Internet. Vous êtes donc vous n'avez pas peur d'utiliser les technologies. Sauf que on peut s'en aller dans un autre niveau. Et là, on parle de IA, c'est l'intelligence artificielle. IDEO, c'est l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est tout objet qui est connecté à Internet et qui transfère des données. Les données, par la suite, sont traitées par différents systèmes et de plus en plus par l'intelligence artificielle. Et là, on va tomber un peu qu'est-ce que c'est que cette équation-là, cette somme-là, c'est plus grande que la somme des parties. Donc, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner les soins pour les personnes âgées. Et là, on parle de surveillance à distance de la santé de domicile, de la vie quotidienne qui est assistée par tellement de gadgets, que ce soit pour démarrer n'importe quoi de façon automatisée ou de les arrêter ou de vous rappeler des affaires. Détection de chute, par exemple, assistée, ça c'est très important. Les compagnons virtuels, recherche anti-âge, je vais en parler un peu tantôt. Probablement, beaucoup d'entre vous avez peut-être soit des modules d'Amazon comme Alexa ou de Google avec son Home Assistant. Et ces bidules-là utilisent déjà, c'est un mélange, utilisent déjà un peu d'intelligence artificielle parce qu'ils vous comprennent. Hein, vous leur parlez, vous pouvez même appeler quelqu'un en lui disant appelle ma fille ou mon fils. Ils peuvent aussi être en compagnon parce qu'on peut y poser des questions. C'est un mélange un peu de différentes choses. Là-dedans, c'est définitif qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est utilisée et qui peut être utilisée encore plus dans les années à venir. Ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle, on peut faire de l'analyse comportementale. Ça veut dire qu'avec des senseurs appropriés dans la maison, qui peuvent être des senseurs très simples, des senseurs de contact de porte, de son, de mouvement, juste par ce type de sensor. Et je ne parle même pas de caméra, parce que si on ajoute les vidéocaméras de plus, là, on peut aller même plus loin. Mais les vidéocaméras sont un peu plus intrusives, si on peut dire ça. Le monde n'aime pas tellement avoir les caméras chez eux. Mais d'autres types de sensors qui pourraient être monitorés par des algorithmes d'intelligence artificielle, juste avec ça, peuvent détecter si on a, par exemple, par le son, des systèmes peuvent détecter si une personne commence à avoir des problèmes à marcher, juste par le son qui crée juste en marchant dans la maison. On peut, si on détecte, par exemple, si quelqu'un fait de la toux trop souvent, mettons toute la nuit, à tousser toute la nuit,
des systèmes comme ça peuvent le détecter et peut-être alerter quelqu'un, le personnel aidant, des choses comme ça. Donc, des gens, il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et qui sont âgés, comment on peut détecter, surtout au niveau comportemental, donc pour la démence, pour l'Alzheimer, comment on peut détecter ces changements qui peuvent arriver de façon sournoise. Parce que si on reçoit la visite peut-être d'une personne une fois par semaine, cette personne-là ne peut pas nécessairement détecter ces changements-là, parce que ces changements-là, ça arrive de façon irrégulière et puis de façon des fois très sournoise. Donc, ça existe des systèmes qui peuvent faire ça, qui peuvent analyser notre comportement par des éléments comme le son, le mouvement qu'on a dans la maison ou de l'appartement. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour l'interaction en temps réel. Déjà, comme j'ai mentionné, les Google et les Alexa de ce monde, ils peuvent déjà faire une certaine interaction comme ça. Mais il y a aussi des systèmes qui sont capables aussi de leur parler et de leur dire comment on se sent. Donc, la dame qui est au téléphone là, dans la petite rond, ce n'est pas une vraie madame, c'est un système qui peut peut-être poser la question. Non, excusez, là, ma slide, c'est la dame qui appelle et puis le système lui répond, c'est le petit téléphone à côté, c'est le petit téléphone qui lui pose des questions. Et là, il peut comprendre c'est quoi la réponse. Entre parenthèses, la dame lui dit qu'on a la pression, sa pression est à 150 sur 95. Il peut y avoir, je peux rentrer ça là-dedans tantôt, il peut y avoir des systèmes qui sont sur vous et qui donnent cette information-là déjà au système. Donc, le système, quand il a besoin de savoir bon, c'est quoi la douleur, c'est quel niveau c'est la douleur, il peut avoir une conversation avec la personne jusqu'à temps qu'on a besoin vraiment d'un médecin. Mais le médecin, quand il va rentrer dans le portrait ou l'infirmière, cette personne-là aura déjà beaucoup de détails sur ce que la personne ressent. Surtout, surtout au Japon, j'ai parlé tantôt que plus on vieillit, surtout si on vit seul, la dépression, c'est quelque chose de sérieux. Et en effet, il y a des chiffres là-dedans. Les aînés qui souffrent d'isolation et qui sont toutes seules, ils ont 64% plus de risques pour avoir de la démence, pour développer de la démence. Donc, c'est vraiment très grave comme problème. Il faut l'adresser. Au Japon, par exemple, ça existe beaucoup ils sont pas mal plus avancés à ce niveau-là. Et pour eux, c'est assez normal d'avoir des objets inanimés, mais qui interagissent comme des compagnons. Et ça aide énormément. Évidemment, ça, c'est une question de culture. Est-ce que ça marche ici? Ça dépend. Mais il y a du monde, en France aussi, ont été faits des tests et il y a des personnes âgées qui restent toutes seules avec, disons, entre guillemets, un robot qui peut avoir des semblances anthropomorphiques comme un chat ou un chien. Ces gens-là trouvent que c'est un compagnon. Ils comprennent très bien là, que c'est inanimé, c'est pas une vraie personne, mais au moins il y a une interaction. C'est la même chose quand le monde laisse la télé allumée juste pour avoir du son de la maison. Je pense que c'est dans la même lignée. Avoir
quelque chose qui nous répond si on dit quelque chose et ils réagissent à nos émotions. Et ça existe même des algorithmes qui peuvent détecter, ils ne sont pas développés vraiment à 100%, mais ils peuvent détecter l'humeur de la personne. Donc, ils peuvent réagir même sans contact verbal. Les chutes, c'est un problème majeur pour les blessures mortelles et non mortelles. Ça existe, des différents systèmes existent. Moi, j'aime beaucoup des technologies qui n'ont pas nécessairement besoin d'être sur nous. Des boutons panique, ça existe depuis longtemps. On l'a sur soi, si on tombe, on pèse sur le bouton, il y a un appel. Il y a les montres de Apple, par exemple, ils détectent même si on est tombé et il peut peut appeler quelqu'un. Le problème, des fois, c'est que si on tombe et on n'est pas conscient, donc on perd connaissance, on a un problème avec ça parce qu'on ne pèsera pas sur le bouton. Il faut avoir quelque chose. La montre d'Apple, il a besoin d'être chargé. On ne l'a pas toujours sur nous. Ça existe des systèmes qui sont montés sur le mur et puis donc ils détectent la chute sans que vous ayez rien sur vous. Donc ça, c'est des technologies qui sont améliorées au fur et à mesure et c'est de ça que, à la fin, je vais mettre tout ça ensemble, le pourquoi on développe ces technologies pour que ce soit bien appliqué aux besoins des gens, des humains. Dans ce cas ici, des aînés, mais des humains en général. La biométrie. La biométrie, ça, c'est de plus en plus, on a on peut avoir des détecteurs, des capteurs pour avoir de plus en plus de signes vitaux pour soit analyser et pouvoir réagir, peut-être réagir à temps, réagir plus vite. Par exemple, si tantôt je disais un détecteur qui s'aperçoit que vous toussez et que vous toussez un peu trop fréquemment. Si cette personne-là vit seule et on détecte que pendant la nuit, cette personne-là a toussé toute la nuit, a eu des problèmes à dormir parce qu'on aurait des senseurs qui sont en dessous des matelas, par exemple. Donc, vous avez eu une mauvaise nuit de sommeil, vous avez toussé toute la nuit. Ça serait le fun d'avoir cette information-là envoyée à votre médecin ou à votre un préposé qui s'occupe de vous, à quelqu'un de votre famille. On pourrait donc s'occuper de cette problématique-là, à la place d'arriver, je ne sais pas, avoir une pneumonie, on pourrait détecter ça avant que ça devienne plus grave. Donc, imaginez avoir des senseurs, que ce soit sur vous, de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être directement dans vos habits, dans reconnaissance faciale. Quand vous voulez, vous allez vous laver la face et puis le miroir s'aperçoit de quelle humeur que vous êtes. Imaginez. J'ai parlé de l'analyse de la marche à partir du son des pas, capteurs portables, des petits ou bien des petits capteurs qui sont sur une table. Vous mettez votre doigt dans la petite machin et puis ça va chercher votre saturation d'oxygène, va chercher votre pression artérielle, va chercher évidemment les températures. Il pourrait avoir la languette pour prendre votre niveau de sucre pour les diabétiques, ainsi de suite.
Ça, c'est toutes des infos qui peuvent être collectées. Et non seulement ça, ils peuvent être même préalablement analysées par des systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est-à-dire que le médecin, votre personnel traitant, il peut avoir déjà un cadre. Pas besoin de vous poser 50 000 questions pour savoir qu'est-ce que c'est qui est arrivé. Si vous appelez le médecin, combien de fois là, ça arrive, j'ai eu une semaine de vraiment misérable. J'appelle le médecin, cette journée, là, je me sens bien. Mais comment j'explique que pendant une semaine, je ne me suis pas senti très bien? Par contre, si on avait des données à ce niveau-là, on pourrait le savoir et on pourrait aussi connecter et corréler ça avec d'autres situations. C'est peut-être vous avez des problèmes surtout quand il fait mauvais. Je ne sais pas, quand il pleut. Donc, c'est la détection, par exemple, de la marche à partir du son des pas. Donc, le système peut corréler le fait que vous avez effectivement plus de problèmes à marcher quand il pleut, donc quand c'est humide. Vous comprenez, là, c'est des analyses qui peuvent être faites seulement en ayant beaucoup de données et par un système qui visualise ça constamment et qui analyse ça constamment à la place d'avoir un médecin qui vous parle pendant 15 minutes, 20 minutes et puis doit diagnostiquer des affaires. Donc, c'est ça qui est extrêmement important de comment avoir tout ça. Et ça, c'est ma dernière slide. Moi, j'avais organisé ça pour avoir une quarantaine de minutes de présentation pour donner le temps à des questions. Mais en résumé, on a besoin de technologie pour gérer des problèmes de santé chronique, pour détecter des chutes et l'inactivité, pour suivre la gestion des médicaments et de se conformer à la thérapie. Et ça, c'est très important. En ayant des systèmes qui peuvent vous monitorer votre santé, ça peut donner du répit aux aidants naturels, par exemple, à la place d'avoir une énorme pression sur ces gens-là. Et, mettons, votre famille peut avoir une meilleure tranquillité d'esprit parce qu'on a quelque chose, on est quand même mis à jour de votre état et on est alerté s'il y a des problèmes. Ça, j'imagine, il donne une énorme tranquillité d'esprit. Sécurité dans la cuisine, ça, c'est une des places, la cuisine et la salle de bain, c'est la place où il y a énormément d'accidents. Et puis, dans des situations où des gens sont déjà à un niveau comme la démence et l'Alzheimer commencent à s'installer. Vous savez très bien qu'il y a des problématiques de confusion. On sort de la maison, on ne se retrouve plus, on ne sait plus où on est. Ça peut, il y a de la technologie qui peut aider à ce niveau-là. Les technologies intelligentes sont là. Ça en existe. Ça fait quelques années et de plus en plus, c'est comme chaque année, là, il y en a des nouvelles. Mon plus gros regret là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de packaging. Vous savez, je fais souvent un peu le parallèle avec l'iPhone quand il est sorti pour la première fois. Apple sortit l'iPhone la première fois. Jusqu'à maintenant, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de téléphone intelligent. Oui, il y avait des téléphones qui faisaient des affaires, mais Steve Jobs, quand il a créé l'iPhone, il n'a pas créé de nouvelles technologies. Il a pris tout ce qui était là déjà, il a mis tout ça ensemble et il a fait un packaging qui a révolutionné l'industrie de téléphone. Aujourd'hui, là, on prend ça pour acquis. Tous les téléphones sont très beaux, sont intelligents, ils peuvent faire énormément de choses et entre parenthèses, ils peuvent aussi faire des appels. Mais c'est ça qui est, je trouve, on est à ce niveau-là. On a
toutes les technologies sont là. Il y a énormément de choses qui sont sur place, qui sont possibles, mais il n'y a pas de technologie, de packaging de toutes ces technologies-là. Les gens qui font des soins à domicile, qui s'occupent des soins à domicile, que vous pouvez prendre leur service pour avoir des gens qui viennent vous voir ou qui viennent voir vos chers, c'est juste des personnes. Et les personnes ils se fatiguent. Les personnes n'ont pas tout à fait toujours l'énergie, ils n'ont pas toutes les informations. Si ces gens-là avaient déjà un cadre, quand ils arrivent chez vous, ils auraient déjà beaucoup d'infos sur la situation. Moi, je pense que c'est ça qui ferait énormément de différence. J'espère que vous allez avoir quelques questions. Moi, j'ai terminé ma présentation. Si vous en avez. Oui, merci beaucoup, Salvatore. Alors, comme il a dit, est-ce qu'il y a des questions? On peut attendre un moment. On avait une petite question plus tôt de la présentation. Quelqu'un voulait savoir pourquoi la génération silencieuse est-elle appelée ainsi? Bonne question. Par contre, moi, je ne suis pas sûr, par contre, de comprendre. Normalement, on n'appelle pas la génération silencieuse, on appelle la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est celle qui, disons, regarde et n'essaie pas de faire des vagues. Et puis, la génération silencieuse, si quelqu'un peut a une idée, mais je pense que je ne fais pas partie de cette génération-là, hein, parce que je crois que au moins les baby boomers ont été toujours très ouverts, très vocal. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne crois pas que la génération silencieuse, ce serait les baby boomers. Kathleen, j'ai une question. Oui. Mon nom est Claude Drouin. Bonjour Salvatore, j'espère que ça va bien. Bonjour Claude. C'est ça, la question que j'ai, c'est au niveau des technologies, il y a beaucoup d'intérêt, naturellement, moi aussi je viens de ce domaine-là, comme tu le sais, mais ce qu'on se pose comme question, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, comment est-ce qu'on peut leur rendre ça disponible? Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, on a un téléphone intelligent, mais les téléphones intelligents aujourd'hui, ils coûtent quand même pratiquement pour des fesses, non? Il y en a plusieurs qui ont de la misère à se retrouver avec quelque chose qui est même à date ou quoi que ce soit. Comment tu suggères, là, dans le fond, que la société puisse aider les gens qui sont plus démunis, justement, et qui, naturellement, on va avoir des problèmes cognitifs ou de dépression, etc., parce que, justement, à cause qu'ils n'ont pas de grands moyens, ben, ils sont plus limités dans ce qu'ils peuvent faire comme activité, etc., socialiser. Comment tu suggères à ce moment-là qu'on rend au moins les technologies et l'accès disponible, comme par exemple leur permettre, comme qu'est-ce que tout le monde fait aujourd'hui, là, être en conférence avec d'autres, jaser, etc. Merci Claude. En effet, ça, j'aurais dû mentionner un peu mon idée là-dessus. Quand j'ai parlé dans les CHLSD et versus des soins à la maison, il y a énormément de différences de coûts pour le gouvernement. Okay? C'est important. Le gouvernement pourrait sauver énormément d'argent en gardant les gens à la maison. J'ai parlé de pénurie de gens, de personnel. Pour moi, j'aurais dû mentionner à ce niveau-là, pour moi, ce que je trouve, c'est que ce ne sera pas les gens, ce ne sera pas l'industrie privée
qui va faire la différence, ils vont développer des technologies là, pour vendre ces services-là. Mais comme tu dis, comment on peut faire pour que les plus démunis de la société, et souvent les personnes âgées, vont tomber des fois dans cette catégorie-là? Comment qu'on peut faire pour qu'on sauve de l'argent? C'est ça, il faut que ce soit aussi vraiment une compréhension que c'est économique, c'est vraiment, on aurait des économies si on rendrait cette technologie-là abordable. Donc, pour moi, le gouvernement et les paliers gouvernementaux ont besoin de s'impliquer. Ont besoin de s'impliquer dans ces choses-là. Et il faut qu'on le demande. Comme je dis, là, ça peut sauver de l'argent. Ça peut sauver de l'argent au gouvernement et donc à tout le monde. De déployer ces technologies pour que ce soit abordable. C'est ça que des fois, là, j'ai peut-être des conversations avec plusieurs personnes à ce niveau-là, c'est que je dis, c'est un business case, donc un cas d'usage qui serait très, très, très profitable pour le gouvernement et pour la société. Et si on n'arrive pas à se rendre compte de ça, on a un problème. Effectivement, comment on rend ça? Là? Ces technologies-là sont encore relativement dispendieuses. Ce n'est pas tout le monde, comme tu dis, le cellulaire. Le cellulaire, c'est un peu le gateway, c'est un peu la porte pour avoir ou votre Internet à la maison. Là, il faut avoir cette façon d'envoyer les données. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, Internet des objets, par défaut, il faut penser que le cloud, donc Internet, il faut que ce soit intégré dans l'équation. Avoir la possibilité de partager, de rendre ces technologies abordables, ça implique avoir un réseau de communication pour que ce soit très partagé et que tout le monde y ait accès. Tantôt, et puis j'ai oublié, pourquoi j'ai appelé Cocoon cette présentation-là, c'est parce que j'ai toujours pensé que la maison devrait être sécuritaire et avoir ces technologies-là pour vous garder à la maison en sécurité et vieillir en sécurité, ça devrait devenir un cocoon. L'autre chose, moi j'amène ça encore plus loin, le cocoon devrait vous suivre quand vous sortez de la maison. Ça veut dire que si je m'en vais dans la rue et je pars faire mes commissions, mes affaires, il faut que je sois encore là, continuellement protégé et monitoré par un système automatisé. C'est évident, on ne veut pas avoir quelqu'un qui l'intrusion chez nous. On parle, tantôt je disais, les caméras ne sont pas tellement acceptées par les gens, avoir des caméras dans la maison. Par contre, on pourrait avoir des caméras qui ne sont pas visualisées par des gens, mais ça serait visualisé par un système intelligence artificielle automatisée. Donc, il n'y aurait aucun humain qui regarde la vidéo, mais il y aurait un système qui analyse vos mouvements et savoir si vous êtes tombé ou si vous marchez comme il faut. Mais on peut faire, comme je dis, là, on peut faire plein de choses sans les caméras. Comment on peut déployer? Vous savez, des choses, je peux montrer, là, des petits modules comme ça. Okay, ça coûte en ce moment, là, si je l'achète, ça coûte une vingtaine de dollars, mais probablement si on en achète en quantité, ça peut tomber dans les quelques dollars. C'est des modules qui peuvent détecter température, humidité, et ils ont des micros. Ces micros-là peuvent analyser le son que vous produisez dans la maison. Hein. Donc, soit que ce soit de la voix, mais ce n'est pas fait pour remplacer un Alexa ou un Google. C'est fait pour détecter comme le son de votre toux. Vous savez, il y a des applications sur le téléphone où vous pouvez enregistrer votre toux, l'envoyer
excusez, à l'envoyer dans le cloud et il va détecter si c'est une toux qui est due au COVID-19 ou c'est une toux normale. Imaginez, là, il y a ce type-là de choses. Par contre, moi, je ne veux même pas faire parler de la situation du COVID, même si peut-être ça pourrait être une façon de démarrer cette révolution dans la santé à la maison. Mais moi, je dis simplement pour le rhume, généralement, là, si on peut détecter que j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, comme je disais tantôt, que j'ai toussé toute la nuit, ben, moi, je serais très ravi d'avoir un appel de mon service de soins à domicile qui me dit Monsieur Chimino, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut vérifier si on a des problèmes? Ça serait le fun, selon moi. Donc, oui, pour répondre à ta question, Claude, moi, je pense que le gouvernement les paliers gouvernementaux devraient s'impliquer et devraient mettre l'argent qu'il faut parce que ce serait une bonne it's good business. Ce serait une bonne chose à faire parce que ça sauverait de l'argent. Merci, Salvatore. Et, moi aussi, je suis d'accord. Effectivement, au niveau réseau, c'est très important. D'ailleurs, il y avait un article qu'en région, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'allure. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au niveau infrastructure, entre autres. Mais absolument, effectivement, là, des investissements, comme on dit, pour investir, pour gagner des sous, ben, c'est ça qu'effectivement, il faut faire. Merci. Oui. Parfait. On a une autre question ici. Ça dit, avez-vous une référence concernant la technologie GPS? Cela ne semble pas avoir évolué beaucoup. Non, le GPS, non, le GPS, au fond, il fait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de développement, et même c'est devenu une commodité. Et là, ça change complètement la donne au niveau business. Aujourd'hui, on n'a pas besoin pour avoir Internet, on n'a plus besoin vraiment d'avoir, je ne sais pas, votre routeur qui est connecté au Wi-Fi et puis pour envoyer énormément de données. Ça existe les cartes SIM. Les cartes SIM que peut-être vous savez, celles qu'on met dans le téléphone pour que le téléphone se communique. Les cartes SIM, il y a énormément de développement là-dedans. Désormais, c'est devenu des petits ordinateurs sur des puces de même. Et ils sont placés dans énormément de devices, donc de toutes sortes de choses. Ça peut être dans votre téléphone. En effet, il y a des téléphones qui peuvent faire des appels. Ils peuvent être placés dans votre, je ne sais pas, chaise roulante. Ça peut être placé un peu partout. Et ça, il y en a beaucoup qui contiennent soit le GPS qui marche par satellite, parce que GPS, ça veut dire Global Positioning Satellite. Il y a aussi du GPS qui est utilisé, mais sans utiliser les satellites, mais avec les différents points de télécommunication qu'il y a en ville. Donc, oui, le GPS est là, est facile pour l'implanter un peu dans n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou si et pourquoi vous pensiez que GPS n'a pas évolué. J'en ai une autre question, c'est un peu un commentaire aussi. Ça dit, un problème est qu'à mesure que nous vieillissons, nous sommes souvent de moins en moins capables de suivre la technologie, alors cette technologie doit être conçue en tenant compte. Oui, et moi, même si j'ai toujours été dans la technologie, moi j'adore les problèmes complexes reliés à les problèmes aussi techniques reliés à la technologie. Moi, j'ai toujours considéré la technologie comme un moyen pour arriver à des fins. Juste pour avoir la technologie comme informatique et tout ça, il devrait être comme de la plomberie cachée dans un mur.
Moi, je dois avoir... on n'a pas besoin de passer un cours pour ouvrir un robinet. Mais on s'en fout comment puis l'eau arrive chez nous. Donc, la technologie, il faut que ce soit caché. On n'est pas tout à fait rendu là, mais de plus en plus, moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, d'après moi, c'est ce qui fera énormément d'impact pour rendre la technologie un peu plus transparente et invisible. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, c'est évident. On regarde, on a quand même besoin d'un peu d'apprentissage pour certaines choses. Mais effectivement, on a besoin de faire un packaging des technologies pour que ça devienne invisible et qui fasse ce qu'on veut qu'il fasse. On n'a pas besoin de bisouiller avec pour la configurer et pour le faire faire ce qu'on veut qu'il fasse. Parfait. On a une autre question ici. Alors, ça dit, selon vous, y a-t-il plus de personnes âgées en région où il y a moins de services dont accès au Wi-Fi qu'en milieu urbain? Cercle vicieux, car souvent leurs familles sont migrées vers les centres-villes, laissant les plus âgés tout seuls. C'est une dilemme. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Bien, la réponse encore là, c'est un peu comme les trains de banlieue, le transport en commun en banlieue ou dans les zones rurales. Comment on amène des services dans ces zones-là? Ça coûte très cher, évidemment. Là, si on veut amener l'électricité à quelqu'un qui est dans le bois, ça coûte beaucoup plus cher que d'amener l'électricité dans la maison qui va se bâtir à côté de moi. Donc, oui, ça, c'est toujours une problématique. Et veut pas, si on veut avoir notre contrôle sur des zones rurales. Et là, je ne parle pas des zones rurales, regardez dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, on veut être souverain de notre Grand Nord. Le Québec est si grand et puis on a ces zones-là qui sont en haut du cercle arctique. Et comment on veut les protéger? Comment on veut... Sinon, là, si on ne s'en occupe pas, les Russes vont venir et vont dire ça, c'est à nous. Hein. OK? C'est si simple que ça. Et donc, on a besoin de mettre les technologies, on a besoin de dépenser de l'argent. Malheureusement, pour faire ça, c'est nous dans la partie, dans la ville qui, disons, produit le plus, qui est le moteur économique peut-être de la province. Il faut qu'on paye pour ça. Sauf que il y a eu, jusqu'à récemment, il y avait des gros problèmes en termes de vraiment, là, comment on a amené, on ne peut pas mettre des poteaux pour aller jusqu'au Grand Nord, à Courjouac ou des places comme ça. On ne peut pas mettre des poteaux pour arriver à amener des fils. Donc, il faut, veut pas, il faut faire ça par transmission du sans-fil. La bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau de satellites autour de la planète qui nous donne Internet. Ça coûte encore cher. Ce n'est pas le gros débit. Et c'est ça, il y a des technologies là-dedans. Je ne sais pas si ça va répondre à la question. Il y a des technologies qui sont en train de se développer qui s'appellent Edge. Donc, à la frontière un peu entre, par exemple, des technologies à la place. Ici, par exemple, à Montréal, j'ai un gros débit pour Internet. Moi, je peux avoir, si je demande quelque chose, l'information peut être traitée dans le cloud, donc dans Internet, et me revenir. Et j'ai pas de problème à envoyer énormément d'informations. Le problème, c'est que si on est en région, à Courjouac, on n'a pas beaucoup de bandes passantes. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Il y a des technologies qui s'appellent Edge, qui donc à la frontière, qui font du pré-traitement localement et qui, par la suite, ils vont utiliser beaucoup moins de bandes passantes avec le cloud, donc avec Internet.
Et ça, c'est toutes des technologies qui sont en train de se déployer. Il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui travaillent là-dessus. Donc, oui, on aura toujours, dans les zones rurales, on aura toujours un problème de bande passante. La bonne nouvelle, par contre, c'est que de plus en plus, avec les satellites, avec des liens sans fil, avec les cartes SIM que je parlais tantôt, on commence à avoir de plus en plus de connectivité et donc la bande passante augmente. Et avec ça, on peut amener ces gens-là plus dans les technologies qui sont pas mal plus faciles de déploiement ici dans les grandes villes. Parfait. Alors, on a une autre question. Ça dit, est-ce que le système de santé a le personnel suffisant pour recevoir et analyser les données qui leur seront transmises? Si je ne suis pas évidemment dans le système de santé, mais personnellement, je ne pense pas. Pour moi, là, c'est si simple que ça. Les médecins, même avec les infirmiers, tout le personnel de la santé, même s'ils font beaucoup, beaucoup de choses, c'est pas c'est pas des machines. Ils sont très chargés avec les nouvelles découvertes, les nouvelles technologies pour se garder à la fine pointe des technologies et de la science. Ça, c'est... moi, je pense qu'ils vont avoir de plus en plus de problèmes. Donc, c'est ça que mon point, c'était ça depuis le début. On a besoin de l'aide. Et on peut pas. Il va y avoir une bataille globale, planétaire, au niveau du personnel pour le système de santé. Là. Les Américains, les Canadiens, les Européens, ils vont se battre pour garder les gens dans le système de santé chez eux, là, ou de les attirer pour venir chez eux. Là. Et les Américains, pourquoi il y a tellement d'infirmières canadiennes là, qui s'en vont aux États-Unis? Parce qu'ils payent plus. Ça, c'est un gros problème. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Comment on peut se donner les outils pour que ces gens-là fassent plus avec moins? C'est pour ça que je parle de technologie intelligente. Parfait. We have a question in English here. So it says, it goes off the last one a little bit. It says, is our medical service or system medically equipped to serve the public now? With these technologies? So the question, can you repeat the question? So maybe... Yeah. It says, is our medical service or system medically equipped to serve the public now? I trust them. They, as I said, they do an enormous amount of work. It's unbelievable, but at the same time, they need help, and it's either with the medical establishment. That's a little bit my point right now. I think we should have something in between. We have the medical establishment, and you cannot get into that without really, there is a lot of procedures. There is a lot of tests that have to be done. You cannot get in. I cannot invent something and then give it to a doctor to use it in an operating room. He has to go through a myriad of tests and so many things, the safety protocols, and there is so much to be done. And that's a complete different world. And there's a lot going on, but it takes time. What I'm proposing and what I'm suggesting is that there might be something in between the home care businesses that we have so many in Montreal, for example. Why don't they use some technologies that does not use medical procedures, but it uses
some of the vital signs that we know. I mean, we all know that temperature is a vital sign. We do know that, if you're coughing, you have a problem. So if I don't need to be a doctor to find out if you're having some issues. Let's have some technologies that help me having some early warnings and being a little bit more efficient and if I go to the hospital, before things become too difficult, too advanced, I think it would be a good thing. So I don't know. That's my point. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut attendre un moment. OK. Alors, merci beaucoup à Salvatore pour cette présentation fantastique. Les membres du comité d'éducation du CMEV vous remercient et merci à tout le monde qui a rentré cet événement aujourd'hui. Je vais mettre le lien pour Eventbrite pour enregistrer pour notre prochain événement. J'ai aussi mis le lien pour un sondage bref. On aimerait savoir vos commentaires pour aujourd'hui ou n'importe quel autre événement que vous avez attended. Et j'ai aussi mis le lien pour notre chaîne de YouTube. Alors, si vous avez manqué un événement, vous pouvez toujours le regarder sur YouTube. Alors, juste merci encore et bonne journée tout le monde. Merci.